Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant le thème de l'endettement et de la finance d'entreprise. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier, alors qu'il est clair que les décisions prises par les entreprises en matière de structure financière peuvent être très différentes, existe-t-il au moins une certaine stabilité dans le temps de leur choix? La notion de structure cible a-t-elle un sens? Les 3 autres questions sont 2. Les dirigeants d'entreprise sont-ils capables de détecter des erreurs d'évaluation par les marchés financiers et d'en tirer opportunément profit en se finançant à meilleur compte? 3. Les dirigeants, sujets au biais de l'excès de confiance, ont-ils tendance à adopter des politiques d'endettement plus risquées? Et enfin, 4. La titrisation, alternative à l'endettement classique, est-elle un financement de niche pour les entreprises non financières? Quand on observe les politiques de financement suivies par les entreprises, il apparaît qu'elles font souvent des choix très différents. Certaines n'hésitent pas à se noter lourdement, quand d'autres fuient la dette et conservent des bilans dits en or. Ces choix différents sont-ils stables dans le temps? C'est à cette question que DeAngelo et Roll apportent une réponse dans une étude publiée dans le Journal of Finance. La réponse est à la fois intéressante pour départager les nombreuses théories dans le domaine, mais elle a aussi des implications pratiques, puisque, par exemple, il est courant de calculer un coût moyen pondéré du capital en faisant l'hypothèse d'une structure du capital à venir constante dans le temps. DeAngelo et Roll ont analysé les données de 15 096 firmes américaines entre 1950 et 2010. Du fait des fusions et des introductions en bourse plus récentes, beaucoup d'entre elles ne sont observables que sur quelques années. Mettre l'accent sur la stabilité des choix sur longue période, ils ont isolé un sous-échantillon de 2758 firmes présentes au moins durant 20 années consécutives. La mesure utilisée du levier de l'endettement est le ratio comptable dette sur total des actifs. 2 types d'études préliminaires fournissent des résultats intéressants. L'observation des rangs des firmes et de leur appartenance à un quartile particulier fait apparaître une grande mobilité dans le temps si la période d'étude est suffisamment longue. Le calcul du coefficient de détermination entre les séries de leviers prises avec des intervalles de temps différents, 1 an, 2 ans, etc., fournit des résultats encore plus éclairés. Nous avons repris ici un des graphes publiés dans l'article. En ordonnée figure la moyenne des R2, calculée entre les séries de leviers, observées avec des écarts d'années identiques. En abscisse figurent ces écarts allant de 1 à 39 ans. Le résultat montre clairement que les leviers sont stables à court terme, mais le sont de moins en moins plus on s'éloigne dans le temps. Il n'y a aucune force de rappel. À long terme, il n'y a plus aucune forme de stabilité. L'échantillon étudié est un panel avec de nombreuses périodes d'observation. Les auteurs mesurent l'importance des effets fixes par firme et par période. Ils montrent que, quand ces derniers sont introduits de manière additive, les effets fixes firmes apparaissent importants, surtout quand l'échantillon contient de nombreuses firmes présentes sur un nombre limité d'années. Mais ils mettent en garde contre une conclusion trop rapide en faveur de choix relativement stables faits par les firmes. En introduisant des effets fixes par firme et par détail, ils montrent que leur pouvoir explicatif est élevé, soulignant ainsi la présence de changements dans le temps des leviers retenus par les firmes. Enfin, les auteurs développent une troisième approche.
Il teste la pertinence au plan empirique de modèles décrivant l'évolution des leviers des firmes à partir soit d'une cible fixe, soit d'une cible mobile, ou encore d'une zone cible avec des ajustements plus ou moins rapides. Le facteur lambda dans la première équation, et des déviations aléatoires, le terme psi. La troisième équation décrit l'évolution de la cible quand elle est mobile. Il recherche les paramètres qui permettent de générer des leviers successifs qui ressemblent au plus aux données réelles, en tenant compte à la fois des écarts et des volatilités. Les résultats sont très nombreux. Nous n'en reprenons que quelques-uns par parcimonie et encourageons le lecteur pressé à lire au moins la conclusion de l'article qui est d'une très grande richesse. 1. Les leviers d'endettement manifestent une certaine stabilité à court terme, mais les différences s'accentuent dans le temps pour faire disparaître toute trace de stabilité. Et il n'y a plus de trace aucune de stabilité lorsque l'observation se fait au niveau secteur. 2. Les modèles décrivant les choix comme organisés autour de cibles ont une certaine pertinence, mais soit les vitesses d'ajustement sont très lentes, soit les cibles sont fortement mobiles, soit encore la cible se présente comme une bande relativement large. Dans tous les cas, ces modèles sont compatibles avec de fortes déviations, ce qui fait dire aux auteurs que les effets du levier sur la valeur ne paraissent pas de plus importants. Sauf pour les leviers très élevés, qui ne sont de fait que des états temporaires. L'observation est alors très compatible avec l'hypothèse que les dirigeants d'entreprise sont avant tout soucieux d'éviter les dégradations des notations et que lorsqu'elles surviennent, il est urgent de revenir. Le risque de décalage est alors horriblement coûteux. Il peut se raisonnable de supposer que les dirigeants d'entreprise soient capables de détecter le niveau de surévaluation de l'actif par le marché financier. Dans ce cas, on pourrait penser qu'ils vont profiter pour se financer plus par action que par dette, puisque les émissions de titres sont alors moins inutiles. Les marchés, corrigeant toujours ces erreurs, il devrait s'ensuivre que les performances boursières postérieures aux augmentations de capital sont meilleures. Comme le souligne Lewis Tan dans une étude publiée dans le journal Financial Economics, une performance plus faible peut aussi trouver son explication dans d'autres pays. Si les entreprises lèvent plus de fonds quand elles ont plus d'investissements financiers, il est aussi logique que les périodes de rémunération exigées plus faibles du capital soient celles où les investissements et donc les financements soient équilibrés. Au réel, il est difficile de vérifier que les performances boursières des entreprises recourant au marché de l'action sont plus faibles, car les cours varient pour beaucoup d'autres raisons que celles propres à l'entreprise. Lewis et Tan proposent un test original sur cette question. Pour mesurer la présence d'erreurs d'évaluation pour le marché des actions, les auteurs utilisent trois types de mesures. La réaction du cours boursier à l'annonce des résultats suivants, les erreurs de prévision des taux de croissance à long terme des résultats par les analystes financiers, les révisions des mêmes taux dans la période suivante, et enfin, les rendements dans l'année qui suit. Pour caractériser le type de politique de financement, les auteurs mesurent aussi bien les flux nets pour les actions que pour les dettes. Ils calculent ensuite le ratio de la part du flux des actions dans le flux total. Pour que ce ratio soit significatif, ils ne retiennent que les cas où le flux total représente au moins 1% de la valeur de marché. Enfin, ils transforment ce ratio en utilisant les déciles ramenés ensuite
à une mesure comprise entre moins 0,5 et 0,5, mesure désignée par le terme ERD. Pour réaliser leur test, Lewis et Tan estiment une variété de modèles de régression en suivant la procédure dite de Fama-Macbeth 1963. Les 3 mesures d'erreur d'évaluation par le marché sont successivement régressées sur la variable de type de financement, RDEC, et des variables d'interaction construites avec des indicatrices pour distinguer les cas de financement net positif, émission de titres, de ceux de financement net négatif, rachat de titres. Le vecteur de variables de contrôle est systématiquement introduit, et en particulier l'importance des investissements, y compris ceux en recherche et développement. Lewis et Tan montrent ainsi que 1. Les dirigeants émettent plus d'actions quand les analystes sont trop optimistes sur les perspectives à long terme. 2. Lors de l'annonce des résultats, et à note particulièrement propice aux révisions de jugement sur le marché, les réactions sur les cours sont moins favorables pour les entreprises qui ont eu le plus recours aux actions. Et 3. Plus généralement, les performances boursières dans l'année qui suit sont moins favorables pour les entreprises qui ont le plus recours aux actions. Ce dernier résultat tranche avec ceux fournis par des études antérieures qui n'avaient pas réussi à mettre en évidence un quelconque effet. Pourquoi cela? Les auteurs en montrent l'importance des variables de contrôle et en particulier de la prise en compte des investissements en recherche et développement. Au total, cette étude suggère que les dirigeants d'entreprise ont une certaine aptitude à utiliser les erreurs d'appréciation du marché financier. La finance comportementale dit d'abord autour de questions qui répondent directement les choix effectués par les opérateurs sur le marché boursier gagnent de plus en plus le domaine de la finance d'entreprise. Dans cette veine, Wang, Tan, Park présente une toute étude dans un article publié au sein du Journal of Corporate Finance. Il s'intéresse au choix de structure de la dette, c'est-à-dire une répartition selon les cas. L'idée de départ est que les dirigeants les plus sujets au biais de l'excès de confiance ont tendance à adopter des politiques d'endettement plus risquées et font plus appel aux dettes à très court terme. Pour tester cette hypothèse, ils ont constitué un échantillon de 4309 observations portant sur 944 firmes américaines non financières sur la période allant de 2006 à 2009. Ces firmes sont plutôt de grandes entreprises pour lesquelles les données comptables et financières étaient disponibles, et surtout pour lesquelles une information précise a pu être collectée à propos des actions et options détenues par leurs dirigeants. La mesure du biais de l'excès de confiance est directement empruntée à Malmendier et Tait. Elle est tirée de l'observation de leur comportement en matière d'exercice de stock option. L'attente jusqu'à l'échéance, alors que l'option est profondément dans la monnaie et que le titre paie des dividendes, est considérée comme une confiance excessive dans les résultats futurs. Une variable muette, dite ici long holder, vaut 1 si c'est le cas. Les mesures de structure de la dette sont toutes des ratios comptables. Celle qui produit les résultats les plus pertinents est la variable dite ST. Ratio des dettes à moins d'un an dès que l'on a exclu la part des dettes à plus d'un an venant à échéance sur les dettes totales. Il s'agit donc de l'endettement initialement à court terme et donc le plus risqué. Les modèles de régression estimés sur ces données de panel ont la forme générale suivante. La variable dépendante
et la part des dettes à court terme. La variable d'intérêt est la mesure d'excès de confiance, long hold-up. Des variables de contrôle sont introduites pour prendre en compte les effets de caractéristiques des firmes qui peuvent affecter les choix de financement. Levier, taille, maturité des actifs, volatilité des résultats. Et ceux des caractéristiques des dirigeants ou de leur position financière. Delta des stock options, Vega, actions détenues, par exemple. En conclusion, cette étude de Wang, Tan et Pfaff apparaît conforter la thèse selon laquelle une part des décisions de financement des entreprises tient à des biais de comportement. Les entreprises dont les dirigeants sont plus sujets aux biais d'excès de confiance recourent, selon ces auteurs, plus fortement au financement par des dettes à très court terme, parce que, fondamentalement, ces dirigeants pensent que le futur de leur entreprise est plus favorable que ce qui est attendu, et qu'il vaut mieux éviter dans le présent de recourir à des émissions trop onéreuses. Ce résultat n'apparaît lié ni à une tolérance aux risques particuliers de part, ni à des raisons fiscales les poussant à pratiquer les classes. Enfin, dans une étude complémentaire sur l'impact du coût de la dette, les auteurs montrent que ce résultat ne semble pas trouver son explication du côté de l'offre de crédit, puisque l'excès de confiance ne paraît pas affecter des spreads de financement. Certaines entreprises non financières préfèrent au recours à un endettement traditionnel la titrisation de certains de leurs actifs, comme leurs créances clients. Le recours à la titrisation a fait l'objet de nombreux débats. Certains mettent en exergue des aspects positifs. Ce serait un moyen de circonvenir les frictions inhérentes au marché des dettes. L'obligation faite à certains investisseurs de ne détenir que des titres de grande qualité. D'autres soulignent les aspects négatifs, en particulier les transferts de risques au détriment des prêteurs en cours. Lemon, Liu, Mao et Mini ont publié dans le Journal Finance une étude portant sur la période 1996-2009. Leur échantillon contient 2365 observations sur 434 firmes différentes. Ces auteurs éclairent les motifs de recours à la titrisation par ces entreprises non financières et apportent quelques éléments de mesure des effets sur les valeurs des actions et des créances. Pour caractériser les programmes de titrisation, les auteurs ont recueilli, à partir des états dits 10 case, le montant de financement obtenu, le montant des actifs engagés et les limites fixées au programme. En moyenne, le financement obtenu représente 58,8% des actifs engagés, les firmes conservant un intérêt sur 41,2%. Ces financements représentaient par ailleurs 20,6% des dettes totales des entreprises concernées, la limite s'élevant à 40,8% des nettes dettes. Pour comprendre les raisons qui poussent les entreprises non financières à recourir à la titrisation, Lemon, Liu, Mao et Mini ont estimé un modèle de type probabilité. Les variables explicatives significatives sont la taille, l'importance des créances clients dans le bilan, le niveau d'endettement, mais sous une forme quadratique, c'est-à-dire avec également son carré. Enfin, le niveau des notes des agences de rating et leur dégradation récente éventuelle. Enfin, les auteurs ont cherché à mettre en évidence les conséquences des programmes de titrisation à la fois sur la politique financière des entreprises et sur les valeurs des titres publics. Deux types d'études d'événements ont été produites. 1. Enregistre-t-on des changements significatifs en matière de crédit privé, d'endettement et de détention de cash? 2. Le recours à la titrisation est-il suivi de rendements anormaux sur, respectivement, le marché des actions et sur celui des obligations? En conclusion, cette étude de Lemon, Liu, Mao et Mini
met en évidence que la titrisation est un moyen de financement de niche pour les firmes non financières. Elle n'intéresse que les entreprises de grande taille, de rating moyen BB, BBB, endettées mais sans excès. La mise en œuvre d'un programme de titrisation a pour ces firmes un effet positif sur la valeur des actions, sans détériorer pour autant celle des obligations. Elle permet donc une diminution du coût du capital. Mais la titrisation n'intéresse pas toutes les firmes. En particulier, elle n'est utilisée ni par les firmes de petite taille, le coût fixe est mis en œuvre des opérations bien contrôlées, ni par les firmes trop risquées, car dans ce cas, les covenants inscrits dans les contrats de prêt existants, de même que ceux figurant dans un contrat de titrisation, les en empêchent. Ce n'est donc pas un moyen miracle pour sortir de la situation financière délicate.